J'aime bien prendre des projets où je vais tout refaire de A à Z. Donc encore une fois, c'est du temps. C'est pas fait pour tout le monde. Tu ne peux pas... je ne vois pas conseiller à quelqu'un qui n'a pas de temps d'acheter une ruine et de la refaire. Enfin, c'est du stress, on a besoin de tous de bien dormir la nuit. L'immobilier, ce n'est pas que des galères. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que des problèmes de permis ou autres. Je pense qu'il y a un facteur qui est essentiel et dont on parle peu, et en plus dont les formateurs actuels parlent peu, c'est le bien-être psychologique. Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation et un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut à tous, vous allez dire que je commence à parler de l'épisode toujours de la même manière, à savoir que je suis ravi de vous revoir, mais c'est vrai, surtout pour cet épisode-là qui me tient à cœur, parce qu'on va parler des poncifs qu'on retrouve chez certains vos formateurs immobiliers préférés. Et on va parler de toutes ces notions, vous entendez, cash flow positif, IDR pour immeuble de rapport, colocation avec mes invités, donc Emeline Siron. Salut Enchantée. Emeline. Ça va, donc tu es jeune par retraité parce que tu as une vraie activité dans l'immobilier. Ouais. Mais là, tu te lances à 100% dans une carrière d'investisseuse. C'est ça, c'est ça. Alors c'est vrai que le terme retraité, je le trouve un peu horrible et dépassé. Me concernant, j'étais asset manager dans une société de gestion de fonds d'investissement immobilier européen sur Paris. Et donc, j'ai quitté mon travail il y a 15 jours pour me consacrer à cette activité pleinement, donc en tant qu'investisseur. Entrepreneur aussi, car j'ai plusieurs projets et futur formateur en même temps. Bah, super, t'es pile poil la personne à interroger pour parler de ces formations qui pullulent un petit peu sur YouTube ou en podcast. Et je reçois du coup Tatiana Laurent. Salut Bonjour. Tatiana, je suis ravi de t'avoir et surtout comment je t'ai vu sur LinkedIn sur un article qui m'a plu, qui était « Faut-il être en cash flow positif ?» Ça va être l'une des questions qu'on va aborder. Donc, tu travailles également dans l'immobilier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai un parcours juridique. À la base, j'ai un Master 2 en droit de l'immobilier. J'ai commencé ma carrière comme juriste dans les assurances construction quelques années. Et là, j'ai rejoint CBRE il y a 4 ans pour être dans l'immobilier un peu plus opérationnel en expertise immobilière. D'accord, du résidentiel, tertiaire Je suis plutôt spécialisée en tertiaire, en bureau. Okay. Mais ça m'arrive aussi de faire du résidentiel ou du retail notamment. Et à côté de ça, j'ai lancé un blog qui s'appelle Miser sur l'immobilier, pour mettre à profit mon temps pendant les confinements, couvre-feu. Et puis parce que j'avais toujours des amis, parce qu'on est un peu dans l'âge où on veut investir, qui me posaient des questions, parce que j'ai déjà investi dans 2 appartements, plus ma résidence principale. Mais j'ai 2 appartements en investissement locatif. Donc j'avais toujours des personnes dans mon entourage qui me posaient des questions dessus. Et je me suis dit, bon, ça serait peut-être une bonne idée de regrouper toutes les infos que j'ai au même endroit. Comme ça, je peux les envoyer. Quand on me demande mon avis sur le Pinel pour la 25e fois, je peux peut-être renvoyer vers un article pour en discuter par la suite. Donc c'était l'idée du blog. Ça m'étonne, tu as encore des gens en 2022 qui te demandent sur le Pinel. J'ai fait un très
bon épisode d'ailleurs avec mes copains de Novalia Patrimoine sur comment réussir son Pinel, et on tacle souvent le Pinel, mais on s'aperçoit qu'il y a à peu près 3-4% maximum d'opérations qui sont rentables, et le tout c'est de les trouver, et ça c'est pas évident. Exactement, mais oui, les personnes s'intéressent beaucoup au Pinel, puisque quelqu'un qui s'y connaît pas spécialement en immobilier, qui se dit bah tiens je vais investir dans l'immobilier, puis bah, j'aimerais bien aussi réduire mes impôts, parce que j'ai plutôt un bon poste, voilà, je gagne ma vie, il cherche sur internet, ou il se renseigne auprès d'un conseiller en gestion de patrimoine, forcément il va lui vendre du Pinel, donc forcément il va se poser des questions, et quand il a quelqu'un dans son entourage qui s'y connaît un peu, bah, il lui repose la question en mode bah, t'en penses quoi, parce que sur le papier ça a l'air un peu trop beau pour être vrai. Je suis très peu corporate, mais je vais défendre quand même mes consoeurs et mes confrères. C'est ce qu'on disait en off avant de commencer un petit peu. J'ai l'impression que la génération de CGP qui ont fait des études pour être CGP, pas des mecs qui sont venus là par opportunisme et possibilité de faire de l'argent, j'ai l'impression qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui vendent du Pinel. Parce que effectivement tu tombes vite dans le défaut de conseil quand tu as des Pinel qui sont surmargés par les promoteurs, notamment du fait de petites surfaces, de petits lots et ainsi de suite, et qu'après c'est aussi une facilité pour le CGP parce que c'est le client souvent qui l'amène dans les objectifs à réduire son impôt, et moi à titre personnel réduire son impôt n'est absolument pas un objectif patrimonial, c'est un outil, c'est une flèche que tu as pour utiliser. Après, tu as le rendement, on va parler de tout ça et savoir est-ce qu'il faut mieux être réduction d'impôt, rendement. Je fais une petite aparté pour vous dire, mais du coup, de vous abonner à la chaîne YouTube et aussi au podcast, soit sur Spotify, sur Apple Podcasts et toutes les plateformes. C'est important pour donner de la visibilité à la chaîne. Je vous propose du coup de partir sur le premier thème et que Tatiana, tu nous parles un petit peu de cet article sur pourquoi être en cash flow. Faut-il être en cash flow positif? Et d'abord, est-ce que vous voulez le définir, Emeline? Tu veux définir Je m'exprimerai après. Après, vas-y, t'attends un peu pour avoir les contre-arguments. En toute franchise, donc j'attends un peu de matière. Alors, oui, donc l'idée de l'article, c'était un peu de démystifier il faut absolument être en cash flow positif qu'on entend parfois, et qui est une stratégie... Pardon ? Qu'est-ce qu'est le cash flow positif ? Parce que tout le monde ne connaît pas. Effectivement, alors, je vais commencer par le commencement, tu fais bien de le rappeler. Être en cash flow positif, ça veut dire que quand on investit dans un bien immobilier, on va faire un prêt, donc on aura une mensualité à payer, et à côté de ça, tout un tas de charges de copropriété non récupérables, taxes, etc. Et on va percevoir un loyer en contrepartie d'un locataire. Et l'idée du cash flow positif, c'est de se dire, ce loyer que me procure le locataire me permet de couvrir toutes mes charges, mensualité comprise, et de me laisser aussi un petit plus. Voilà. Donc c'est cash flow positif, ça veut dire qu'on a payé toutes nos charges, nos mensualités, et on a encore un peu plus d'argent. Et tu mets le paiement de l'impôt ou pas ? Oui, oui, j'essaye de tout intégrer dans cette notion. Après, on peut dire aussi qu'on est en cash flow. Moi, je ne sais pas si c'est correct, mais en cash flow neutre, dans le sens où on va pouvoir régler toutes les charges et la mensualité. Ça s'autofinance, quoi. Oui, ça s'autofinance, mais ça ne nous laisse pas d'argent de côté. Et déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et le jour où il y a des gros travaux à faire, on n'aura pas d'argent de côté grâce à ce bien. Mais moi, je suis d'accord, c'est déjà difficile à obtenir et c'est déjà très bien. Et après, il y a le cash flow négatif, c'est-à-dire qu'on va payer plus cher, notamment de mensualité de prêt. Et ça arrive surtout dans les grandes villes qui coûtent cher à l'achat, type Paris, investir dans un bien. Tu vas voir ce qu'on appelle l'effort d'épargne. Oui, exactement. Donc, c'est deux stratégies qui se défendent. J'en parle justement dans l'article. On peut avoir soit cette approche très patrimoniale où on veut investir dans un bien qualitatif, dans une grande ville, où on se dit qu'il y a des chances que ça prenne de la valeur et ça coûte cher à l'achat. Et les loyers ne sont pas élevés au point de pouvoir rembourser cette mensualité de prêt. Donc, on va devoir fournir un effort d'épargne. Mais on investit dans un bien qualitatif qui va certainement se valoriser au fil des années. Soit on essaye de chercher un peu plus un bien dans une zone un peu plus secondaire qui n'est pas très cher à l'achat et qui nous permettra d'avoir peut-être ce cash flow positif ou du moins de s'autofinancer. D'accord. Donc l'idée, tu as deux stratégies. C'est soit je regarde le rendement, quitte à avoir un actif dont la qualité patrimoniale est un peu dépréciée, et pour être en cash flow positif. Moi, le vrai sujet sur le cash flow positif que je me pose, c'est souvent, et on en parlera à la fin du podcast, c'est est-ce que je prends en compte des aléas ? Parce que moi qui me parle souvent et qui aime bien la SCPI, on a le fameux report à nouveau pour se prémunir un petit peu de tous ces aléas-là. Est-ce que dans tes charges
tu mets ce report à nouveau? Est-ce que tu mets l'impôt? On va voir souvent qu'on utilise le loueur meublé non professionnel avec l'amortissement pour ne pas avoir un coût fiscal qui va être trop important et nous empêcher d'être en cash flow positif, mais cet amortissement n'est pas non plus infini. Il s'arrête à un moment. Donc voilà, si on a une formule mathématique, c'est quoi? C'est charge, donc on va prendre le remboursement, c'est ça? Le remboursement du prêt, oui. Ouais. Oui. Les charges de copro. Les charges de copro qui ne sont pas récupérables sur le locataire. La TF. La taxe foncière. Taxe foncière. Ouais. Exactement. Après, moi j'ai le cas sur mes appartements, je fais du loueur meublé non professionnel. Donc, comme tu disais, niveau impôt, pour le moment, j'en paye pas. Mais si on est sur un régime en location nue où on paye des impôts, oui, il faudrait prendre en compte aussi les impôts comme une charge. Ok. L'expert comptable, je ne sais pas si tu passes par... le CGA aussi. Oui, voilà. Pour le loueur meublé non professionnel. Oui. Et le but, c'est d'arriver en positif à la fin de l'opération. C'est mieux. Oui. D'accord, mais est-ce que vraiment... La question, c'est est-ce que c'est vraiment mieux? Parce que moi, je me pose vraiment cette question-là, et c'est pour ça que cet article m'a intéressé et m'a interloqué. C'est que, je vais être un peu provoque, elle n'est pas de moi, mais elle est d'un doyen. Donc, je ne vais peut-être pas donner le nom parce qu'il le sort en off, mais quelqu'un qui a fait beaucoup pour la formation académique en gestion de patrimoine. Les consoeurs et les confrères reconnaîtront de qui je veux parler, qui dit que c'est souvent quand je suis pauvre que je cherche du cash flow positif parce que j'ai pas les moyens, et quand je suis riche, je cherche à investir dans l'immobilier contemplatif. Oui. C'est-à-dire un chalet, qui a des rendements négatifs, voilà, une résidence secondaire qui est tout sauf porteur. Et moi, ce que j'ai du mal à pas accepter, mais à voir sur ces formateurs YouTube, c'est que souvent ils s'adressent à des gens qui ont souvent des jobs difficiles. Et qui disent oui, vous allez être en cash flow positif et vous allez en vivre parce que votre cash flow il va être de 1500 € ou 1600 €. Ben là justement vous êtes au SMIC à 1250. Bon, mais c'est mieux. Mais voilà, et qu'avoir un vrai cash flow positif, c'est quand même hyper rare. Voilà. Et est-ce que au final jouer tout sur le rendement, parce que comme tu le disais, ça tu baisses ta valeur patrimoniale de l'actif, et qu'on va parler de ça, mais il y a quid des remontées de taux? Est-ce que, je viens de Mont-de-Marsan, donc je peux balancer sur la ville, personne m'en voudra. Est-ce que c'est pas ces villes-là où il y a souvent du cash flow positif dans un marché relativement peu tendu, et des valeurs vénales qui vont peut-être prendre la première gifle d'une remontée de taux, même si elle est graduelle et qu'on n'a pas prévu une remontée de taux importante. Donc c'est ça, est-ce que finalement on n'est pas avec ce cash flow positif dans une approche que moi j'appelle purement Excel, et qui n'est pas forcément de la vie réelle? Voilà. Ouais. Vas-y, je te sens très pénible. Tu avais quelque chose à... C'était juste pour compléter ce que tu dis sur les formateurs qui te vendent le cash flow positif comme le Graal ultime. Il ne faut pas oublier que leur cible, c'est les personnes justement qui veulent quitter, qui ont un job difficile et qui veulent quitter cet horrible job pour vivre de leur immobilier. Donc forcément, il est obligé de leur rendre des cash flow positifs mirobolants. Peu de joueurs de foot... Ah oui, voilà, c'est ça. Payer des millions à jouer au foot. Ah, okay. Donc, c'est pas des personnes, c'est pas la cible, selon moi, pour l'investissement patrimonial. Tu peux pas leur dire, vous allez acheter un appart à Paris, vous allez sortir en plus de l'argent de votre poche tous les mois, alors que vous êtes payé le SMIC. Et oui, dans 20 ans, vous ferez une plus-value. Pour moi, c'est pas la cible. C'est des personnes qui veulent, c'est en tout cas comme ça, sur les sites sur lesquels je suis tombée, ils essayent de vendre leur formation en mode, vous allez devenir, entre guillemets, riche grâce à votre immobilier, vous allez vivre de ça, vous n'aurez plus besoin de travailler. Donc oui, là, fatalement, il fallait chercher du cash flow très, très positif dans des villes un peu secondaires. Et je pense que tu as un entre-deux non plus. Oui. C'est pas Paris versus... Non, évidemment. Si tu veux, je peux prendre mon exemple dans ce que j'ai investi. Moi, j'ai acheté un studio à Lyon il y a quelques années. Alors, les prix à Lyon étaient moins chers qu'aujourd'hui. Et je suis en cash flow positif, mais sans me dégager non plus des sommes folles. Enfin, typiquement, je ne pourrais pas vivre, évidemment, avec ça. Et j'ai aussi acheté un appartement à Cergy ou en cash flow positif également. Mais à chaque fois, c'est pas des... ça paye toutes les charges, c'est un autofinancement. Et après, il reste un petit reliquat. Mais voilà, je suis pas sur des opérations qui me permettraient de quitter mon job. Et est-ce que tu es toujours en cash flow positif si tu reçois un joli courrier ou un mail de la copro en t'annonçant qu'il faut refaire la cage d'escalier? Non, voilà, typiquement, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas beaucoup
de marge de manœuvre dans le sens ce que ça me permet de récolter tous les mois ne me permet pas de payer des grosses charges. Là à Lyon j'ai eu un ravalement de façade à payer, alors même si c'est un studio donc la quote-part n'était pas énorme, mais j'ai dû mettre de ma poche. Voilà, je suis pas, mais c'est un peu un mix entre les deux. Lyon c'est quand même une ville où on peut faire un investissement patrimonial. Cergy, c'est pas une très très grosse ville, mais c'est pas non plus voilà, peut-être Mont-de-Marsan, je sais pas, je vais pas critiquer, du coup je connais pas. Non, c'est l'Île-de-France. C'est une ville de 35 000 habitants. Ouais. Voilà, donc ça reste des petites villes avec peu de dynamisme économique. Donc voilà, tout ça pour dire, moi je suis un peu sur ce niveau stratégie, sur cet entre-deux. Quand j'ai commencé à investir, je commençais tout juste dans la vie active, donc je voulais pas non plus avoir un effort d'épargne à fournir, parce que je me disais, bon déjà, je commence tout juste mon premier job, je vis à Paris, j'ai pas non plus un train de vie hyper élevé, et en plus de ça, par la suite, j'aimerais bien faire quelques autres opérations, voire acheter ma résidence principale, donc j'ai pas envie d'être trop endettée par rapport aux banques. Et là, pour le coup, j'ai acheté ma résidence principale il y a pas longtemps, et le fait d'avoir ces 2 appartements-là n'a pas du tout posé problème aux banques, comme elles ont vu ce que ça me rapportait en loyer versus ce que je payais en mensualité. D'accord. Emeline, tu as été patiente. Oui, je vous écoute, je le conçois. Je dirais qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. À un moment, il faut bosser un peu. Tu veux du rendement, c'est bien, mais il faut taffer pour ça. Il y a plusieurs strates, alors il faut différencier quand même la stratégie de value-add, ou donc la plus-value, en réalité, que tu vas plutôt avoir une stratégie de plus-value en Île-de-France. Effectivement, il y a toujours des opportunités où tu vas avoir des biens off-market fabuleux, où tu vas te faire des perfs génial. Mais il faut quand même noter que l'Île-de-France, ça reste pour la plus-value. Là, je suis en train d'acheter 2 apparts, un dans le 92, un dans le 94. Je les achète pour faire des perfs, mais je ne les achète absolument pas pour le rendement. Je dois être sur du 6,5-7%, ce qui est déjà bien en réalité, parce que je dégage quand même un cash flow tous les mois, qui un peu plus que l'autofinancement. Donc si j'ai un problème, en réalité c'est des colocations avec 3 chambres, donc si j'ai 2 chambres, j'arrive à payer le prêt, ce qui est très confort. Mais je les achète pour la perf. C'est vraiment uniquement plus-value à la revente. Ensuite, donc ça, c'est des biens qui ne me demandent pas trop de travail. Encore une fois, il faut mettre aussi son ratio au risque. C'est que on a tous des jobs. Quand tu as un job, tu ne peux pas passer non plus tout ton temps dans les travaux et tout ton temps pour réussir à obtenir du cash flow très important derrière. Il faut réussir à trouver un équilibre et c'est pas toujours évident. On n'a pas tous la même gestion du temps en plus, on n'est pas tous fait pareil. Par contre, quand tu veux du cash flow positif, ce qui est en réalité, quand tu as une stratégie value-add pour faire de la plus-value, ça reste du cash flow positif. Tu peux mettre ton cash flow sur un mois, ça ne reste qu'un ratio temps. Oui, mais attention, est-ce que c'est pas un cash flow positif fictif, dans la mesure où moi j'ai plein de gens qui me disent, quand je fais des audits patrimoniales, des gens qui disent voilà, j'ai telle plus-value latente. Non, la plus-value, tu l'as le jour où tu vends. Bien sûr, c'est pour ça qu'elle est latente. Voilà, mais oui. Et c'est surtout de te dire, par rapport à du rendement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est on n'a pas de boule de cristal. Bien que j'aimerais inviter du coup une start-up, je fais la pub, qui va essayer avec de la data à déterminer ton prix de revente à 5, 6, 7 ans. On va voir les limites ou pas dans un prochain épisode. Mais l'idée, c'est de te dire, est-ce que finalement, ce value-add, j'ai l'impression que soit tu fais ta perf à l'entrée, c'est-à-dire parce que tu as su trouver le bon bien, que tu as fait des travaux, des choses comme ça, mais se dire que le marché va être porteur comme il a été porteur, je suis beaucoup moins sûr du fait d'une remontée de taux probable, du moins graduelle, ou sinon on accepte d'être sur une inflation aussi lourde, on ne va pas y échapper. Donc voilà, donc l'idée c'est de se dire, est-ce que quand toi tu pars sur du rendement, parce que tu as d'autres actifs, tu peux nous en parler, sur un gros rendement, et qu'au final le rendement tu peux le maîtriser, tu vois, j'ai l'impression que la plus-value, tu as moins de curseurs objectifs, factuels, pour déterminer ta plus-value. C'est comme en bourse, quand tu achètes, t'achètes pas quand c'est le plus haut, d'accord ? Tu essayes toujours d'acheter à un bon prix. On doit toujours faire des bonnes affaires, c'est la base d'un investisseur. Ce n'est pas forcément sur toute la durée, c'est à l'entrée que tu dois faire une bonne perf. Moi, les biens que j'achète, c'est des prix au mètre carré
qui sont sous le marché. Et bien entendu, je vais calculer mes travaux et je vais calculer mon prix au mètre carré, travaux inclus. Et je dois encore être sous le marché. On reste en Île-de-France. L'Île-de-France, quand tu sais que moi, j'achète à côté des futures lignes de métro, les prix ne vont pas cracher. Même si on avait une boule de cristal, les prix ne cracheront pas, c'est sûr. L'immobilier en Île-de-France a toujours été en croissance. Même si à la limite, ça se stabilise, je sais que demain, je fais une perf si je revends. Donc, j'ai un risque qui est très limité et très maîtrisé là-dessus. Encore une fois, ces biens-là, je les achète uniquement pour la perf value-add et pas pour le rendement. Ok. Ensuite, donc j'achète en province, donc dans des villes un peu plus au nord. Moi, j'achète beaucoup dans les villes étudiantes. Ça va être quoi? Reims, Lille? Ouais, tout ça. Ouais. Et en fait, donc je vais vous donner un peu de matière quand même. J'ai un immeuble de 8 lots, un immeuble de 4 lots, une coloc de 8, une coloc de 7, une coloc de 6, une coloc de 5 et 2 autres projets en cours donc pour une création de 8 lots en plus et une ruine que je transforme en 5 appart. D'accord. Voilà. Qui se trouve où, cette fameuse ruine? Dans le 80. Dans le 80, tu me poses une colle en géographie. Amiens, non? Ouais, c'est autour d'Amiens. D'accord. On est un peu plus au sud. De Picardie? Ouais, la Picardie, c'est ça. D'accord. Et en fait, alors moi j'aime bien prendre des projets où je vais tout refaire de A à Z. Donc encore une fois, c'est du temps. C'est pas fait pour tout le monde. Tu ne peux pas... je ne vois pas conseiller à quelqu'un qui n'a pas de temps d'acheter une ruine et de la refaire. Enfin, c'est du stress, on a besoin de tous de bien dormir la nuit. L'immobilier, ce n'est pas que des galères, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que des problèmes de permis ou autres. Je pense qu'il y a un facteur qui est essentiel et dont on parle peu, et en plus dont les formateurs actuels parlent peu, c'est le bien-être psychologique. La charge mentale, on n'en parle pas. Et ça, je le dis, on peut peut-être parler de ton compte Instagram. Tu es assez présente, parce que c'est pour ça que je t'ai aussi entendu, on va faire de la pub pour Loïc Audet, Club Deal, sur lequel tu es passé. Donc ImmoCities, allez voir leur site internet et ce qu'ils proposent. Et surtout, je voyais que tu répondais à des questions en story sur la charge mentale. C'est ça. Et ça, c'est important parce que pour moi, effectivement, il y a un triptyque. C'est grosso modo, c'est ton rendement, mais qui est lié au risque, à la volatilité que tu veux mettre dans ton investissement. Et un troisième critère, c'est le degré d'emmerdement. Ouais. Encore une fois, on ne peut pas tout avoir. Ouais. Tu veux un rendement super élevé. Enfin, c'est dans les bases de la finance. Hein. Plus tu as une renta élevée, plus ton risque il est élevé. Et bah là, le risque, c'est de pas beaucoup dormir la nuit. Tu vois. Ouais. Et en fait, ça va vite. Alors personnellement, j'ai une grosse capacité de travail. Donc, je me noie pas dans un verre d'eau si j'ai beaucoup de travail et je vais plutôt avoir tendance à élargir mes plages horaires. Donc bien sûr, j'ai bossé pendant longtemps jusqu'à 2h du matin et je me levais à pas d'heure parce que je devais et gérer mon job et gérer mes projets. C'était pas évident. On sait pourquoi on le fait. Je pense que on a tous un pourquoi. Pourquoi tu le fais? On est dans une génération où il y a beaucoup un besoin de liberté qui est très important. Dépendre d'une seule source de revenus, ça fait flipper beaucoup de gens, surtout quand on voit ce qui se passe un peu dans les actualités. Moi, j'ai décidé de ne pas dépendre que d'une seule source de revenus et j'ai aussi une appétence vraiment à l'entrepreneuriat. C'est que tout mon immobilier, je gère mes apparts et tout mon patrimoine comme une boîte, en fait, comme une entreprise. Donc, tout a une place bien précise et c'est comme un engrenage. Tout est huilé et tout roule comme ça. Est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote que moi je trouve assez folle, notamment, c'est comment tu as toi-même formé et structuré la personne qui s'occupe de tes travaux et la gestion? Bien sûr. Alors, donc j'ai acheté un bien en août 2019 et j'en ai acheté 5 en 2020, dont 3 avec des énormes travaux puisque j'ai dû faire jusqu'à 400 000 € de travaux sur l'année. Et le truc, c'est qu'en fait, bien que ça fasse quand même 9 ans que je suis dans l'immobilier et que j'ai l'habitude un peu de tout ça,
je n'y ai pas coupé, puisque j'ai quand même été formée pour rentrer dans la petite case du travail, à suivre les process. Et là, je me suis retrouvée à gérer mon propre patrimoine et donc mes propres emmerdes. Ce qui est totalement différent quand tu les gères pour quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai eu des galères avec les travaux. Je suis tombée sur des entreprises qui n'étaient pas terribles, qui n'étaient pas forcément très honnêtes. Et j'ai eu aussi des petites galères du style une chaudière pour un immeuble de 8 qui te lâche en plein de mois de novembre, une chaudière au fioul, où tu te retrouves avec 8 personnes qui n'ont plus chauffage et plus d'eau chaude. et c'est des trucs sur lesquels tu ne peux pas faire l'autruche et pleurer. C'est improbable. Tu as quand même 8 personnes. Je fais pas que de l'immobilier, moi je loge aussi des gens. C'est que les gens doivent vivre dans des bonnes conditions, ils doivent être bien, c'est important, ils doivent avoir un toit sur la tête et du chauffage. Hein. Et donc voilà, des galères, et j'ai trouvé une personne à qui j'ai fait confiance au fur et à mesure, et à qui j'ai donc transmis mes appartements à refaire petit à petit. Et le truc, c'est qu'en fait, c'était un auto-entrepreneur qui avait que 2 mains. Et avec 2 mains, tu peux pas refaire tout mon patrimoine avec mes 400 000 € de travaux. C'était totalement improbable. Et j'avais quand même, alors certes, des différés par rapport au crédit bancaire. Donc, il y a une période où vous pouvez ne pas décaler le prêt, en fait. C'est bien pratique pour faire de la trésorerie et pour gérer les périodes de travaux. Les intérêts intercalaires. Les intérêts et l'assurance. Et encore, si tu as un différé, ça c'est pour un différé partiel. Si tu as un différé total, tu peux aussi décaler les intérêts. Donc, c'est des calculs qui doivent être bien calibrés avant. Et en fait, ce gars-là, je lui ai dit « Ok, donc je vais t'aider ». Donc, je lui ai expliqué comment fonctionnait une entreprise, parce qu'un auto-entrepreneur ne déduit donc pas de charges. Il ne peut pas embaucher, c'est un peu compliqué. Je lui ai un peu donné des cours de boîte, quoi. Et donc, je lui ai monté sa SAS. Donc, je l'ai mis en relation avec un expert comptable. Je lui ai expliqué comment ça marchait, le chiffre qui devait être réalisé par mois pour qu'il puisse payer les gars. Je me suis aussi créé un profil sur Pôle emploi recruteur pour, du coup, trouver l'équipe. Donc, j'ai dû passer une 60aine d'appels pour recruter 10 gars, pour les recevoir. De quoi, des plombiers, des maçons? Ouais, il fallait que je calibre toute l'équipe, mais je pouvais pas avoir 8 plombiers ou 8 maçons, il fallait que j'ai un peu tous les corps d'état. En plus, donc, comme c'était une jeune société, l'idée c'était qu'ils puissent avoir des aides. Donc à plus de 55 ans, moins de 26 ans, tu avais des aides, donc j'essayais de tabler un peu partout pour que la boîte puisse tourner facilement et lui filer un coup de main, en fait. Donc j'ai monté un peu tout cet écosystème en prenant un chef d'équipe, bien entendu, parce qu'en plus c'est pas le meilleur manager du monde, donc il fallait... Encore une fois, moi, le bien-être, c'est important et qu'il puisse dormir. Donc, je voulais pas le stresser en disant, tu dois faire toutes les réunions d'équipe, le lundi, le vendredi, il faut que les chantiers, ça tourne comme ça. Non. Donc, fallait que, il puisse se sentir bien dans ce qu'il faisait, en étant aussi bien pour mes chantiers, pour moi que ça avance. Et il a très bien compris que, de toute façon, plus il arrivait à sortir mes chantiers rapidement, plus moi, je pouvais réinvestir et donc continuer la relation avec lui, en fait. Voilà. Donc, en fait, tu avais 3 jobs. Tu avais ton job de salarié, tes projets immobiliers, plus monter une boîte de travaux et développer ça. Oui, bien sûr. Et puis j'ai une vie perso aussi, paraît-il. Charge mentale, donc là on était... Oui, j'ai eu des périodes un peu compliquées, je te le cache pas. Soit une coloc quand même de 8, 220 mètres carrés à retaper de A à Z. Plus un immeuble de 4 à faire, et j'avais une coloc de 7, oui c'est ça, en cours. Et en plus, pour rappel, c'était pendant le confinement. Donc je me suis retrouvée avec la fin de mes travaux, j'ai dû switcher en location à la chambre. Donc pour lisser mon business plan et mon cash flow sur l'année. Parce que bien que j'étais en différé, l'idée c'était quand même que je fasse un max de trésorerie. Donc je faisais de la loc à la chambre pendant ce temps-là. Qu'il fallait aussi que je monte l'équipe qui gérait les chambres. Voilà, les draps, récupérer les draps et compagnie. Donc c'était un peu folklore. Après, donc en plus d'une boîte sur les travaux, t'as monté aussi une conciergerie, quoi. Alors non, j'ai juste recruté une personne avec qui je bosse. Moi, mes investissements sont en SCI, donc c'est juste quelqu'un que j'ai formé et qui me fait des factures. Et qui m'a d'ailleurs demandé, c'est marrant que t'en parles, de l'aider pour monter sa boîte de conciergerie là prochainement. Donc je vais sans doute lui filer un coup de main. Bon, ok.
Ok. D'autres sujets que je voulais voir avec vous, c'est que souvent, du coup, pour scaler, je déteste ce terme de start-upper un petit peu, mais voilà, augmenter le plus possible son patrimoine. On a toujours les mêmes ficelles. C'est qu'on va parler d'immeubles de rapport. Ça, c'est le grand truc des formateurs immobiliers, de colocation, de co-living. Est-ce que vous voulez un petit peu définir ces termes et savoir en quoi c'est intéressant pour les auditeurs de partir sur ce genre de produit? Et moi, je me ferai l'avocat du diable avec grand plaisir. Je pas. Je peux peut-être commencer à parler colocation, si ça vous va. Alors oui, j'ai l'impression que la colocation, c'est le grand créneau des startups qui conseillent les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Et effectivement, sur le papier, la colocation, c'est intéressant parce qu'on achète une grande surface, donc souvent avec un prix métrique, une réduction métrique qui est plus faible que quand on achète une petite surface. On mutualise un petit peu les coûts par rapport au fait d'acheter plusieurs studios, où les frais de notaire, les droits de mutation au global, ça va revenir un peu moins cher. Donc il y a pas mal de mutualisation à ce niveau-là. Et en louant chambre par chambre à une colocation, généralement, on arrive à avoir plus de loyer qu'en louant à une famille sur tout l'appartement. Donc en soi, c'est pas une mauvaise stratégie, c'est intéressant sur le papier, mais l'impression que j'ai, après j'ai pas personnellement testé la colocation, mais c'est justement comme c'est un peu un effet de mode là-dessus et que tout le monde conseille de faire de la colocation, c'est qu'il y a une offre dans certaines zones qui me semble pléthorique. Quand j'avais écrit l'article sur mon blog sur la colocation, justement, j'avais un peu regardé ce qui se faisait. Alors j'avais choisi une ville un peu au hasard parce que beaucoup de monde en parlait à ce moment-là, c'était Nantes. Mmh. Nantes, tout le monde dit que c'est intéressant d'investir à Nantes. Alors maintenant, peut-être un peu moins, les prix ont quand même pas mal augmenté à l'acquisition. Mais quand je regardais le nombre d'offres qu'il y avait, alors j'ai plus les chiffres en tête, c'était dans l'article, mais le nombre d'offres qu'il y avait sur des chambres en colocation, c'était hallucinant et c'était toutes les mêmes parce que c'est toujours sur ce genre de projet, on achète un bien avec des travaux pour faire quelque chose de super joli. Alors c'est joli, il y a rien à dire. On vise des loyers plutôt en fourchette haute. Et des colocations Pinterest, quoi. Exactement. Et ce qui est sympa sur le papier, ça offre un cadre attractif aux locataires. C'est sûr que c'est mieux que le studio moisi, on est d'accord. Mais le problème, dans certaines zones, j'ai quand même l'impression que il y en a beaucoup des offres comme ça qui se ressemblent toutes. Donc ça pose la question de est-ce que ces personnes finalement arrivent à remplir leur colocation facilement? Justement, pour souligner tes propos, je vous invite à aller voir une vidéo de Stéphane Descartiers, fondateur de la maison de l'investissement, ou de l'investisseur, pardon, si j'écorche le nom de la boîte, désolé, sur BFM Business, la partie IMO, où justement il parle de sujets comme ça sur la colocation et des zones où, par exemple, tu parlais de Nantes, mais si on va un peu plus au nord, à Rennes, qui t'aurait 400 ou 450 chambres à louer sur Le Bon Coin. Après, il y a aussi, parce que je suis allé vérifier quand même, et tu as aussi dans ce nombre qui peut paraître important, tu as des gens qui proposent à loger des étudiants, et je pense que c'est différent d'être chez l'habitant, quelqu'un de 55 ans pour un étudiant que d'être dans une coloc avec d'autres étudiants. Donc il faut faire un petit peu le tri sur cette donnée sur Le Bon Coin. Et après, moi, ce que je me rends pas compte, c'est certes, je suis allé voir aussi les demandes de logement sur Paris Intramuros en petite surface. T'en as plus de 500, je crois. Et alors que le marché est hyper tendu. Donc cette donnée, je sais pas comment l'analyser si t'as pas... Donc là, t'as l'offre, mais t'as pas la demande. Donc pour répondre à ta question, je ne saurais pas si te dire, si ça se trouve à Rennes, à Nantes, il y a 10 000 ou je sais pas, je dis n'importe quoi, 5 000 étudiants qui sont en galère chaque année et qui ne trouvent pas de coloc, quoi. Mais... ça, c'est effectivement difficile d'avoir des chiffres sur concrètement quelle est la demande. Moi, ce que je fais, j'en parle sur le blog et je pense que Emeline, tu dois faire peut-être pareil. Avant d'acheter un nouveau bien, c'est l'annonce fictive, c'est de mettre une annonce, entre guillemets, une fausse annonce de location sur Le Bon Coin avec le bien qu'on projette d'acheter, le loyer qu'on projette, pour voir en fait tout simplement sonder la demande. Donc ça c'est intéressant à faire et je pense qu'avant de se lancer dans la colocation, par exemple, ça peut être une bonne idée de faire une annonce test un peu sur les réseaux, sur Le Bon Coin, pour voir finalement ma chambre là que je prévois de louer à 450 € par mois à Nantes. Au final, j'ai reçu 2 demandes en 3 semaines. Ça peut être intéressant à tester, je pense.
Et de toute façon, c'est comme tout. Avant de se lancer dans un investissement, il faut bien essayer de sonder au maximum le marché pour voir si c'est un investissement viable ou pas. Et le sujet aussi sur la colocation où on refait tout, c'est tout beau. Moi, j'ai déjà vu des projections en fait, de flux au fil des années. Le problème, c'est qu'on prévoit toujours souvent les 450 € quand le bien est neuf. Dans 5 ans, c'est toujours 450 €. Donc, c'est possible. Peut-être que les loyers, ils auront considérablement augmenté pendant ce temps. Mais c'est le grand débat. C'est le grand débat. Mais si le locataire part dans 5 ans... Effectivement, est-ce que tu peux indexer tes loyers sur l'inflation? Mais moi, j'y crois pas trop. Tant que les salaires augmenteront pas, c'est que ton pouvoir d'achat immobilier, il augmentera pas et les gens pourront pas se loger à plus cher. Donc ça, c'est soit on continue à louer à 450, auquel cas il faut prévoir peut-être une petite provision pour refaire les travaux, changer quelques meubles, soit on baisse le loyer parce que 459, ça va pas valoir 450 dans l'ancien. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et après, c'est tout ce qui est aussi question sur le bail solidaire. Est-ce qu'on fait un bail sur la totalité du bien, un bail solidaire, ou est-ce qu'on loue chambre par chambre? Et ça pose pas mal de questions dont je parlais dans l'article justement sur la colocation, notamment sur la gestion des parties communes. Parce que quand on loue chambre par chambre, c'est avec un droit d'usage sur les parties communes. Donc ça peut mener à des histoires entre les colocataires, personne ne veut faire le ménage, il y a un truc qui est cassé, personne ne prend la responsabilité. C'est du coup au propriétaire de réguler les charges. Et un tel va dire, oui, mais moi je prends moins de douches que l'autre, donc c'est pas juste que je paye le même montant. Donc je sais pas... ça pose certaines questions. Je pense que ça reste intéressant, mais il faut pas voir ça comme le Saint Graal. C'est facile, c'est la coloc, je vais louer à tous aux étudiants. C'est comme dit Emeline, on n'a rien sans rien. Si on veut faire un investissement rentable dans une colocation, il faut se bouger. Il faut juste bien prendre en compte tous ces paramètres que si on décide de gérer soi-même, de ne pas faire appel à une agence qui va s'occuper de tout ça, c'est quand même assez chronophage. Donc il faut prendre en compte. Et sur la colocation, je vous invite à aller revoir, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode avec Coloc Patrimoine et Coloc sur spécial colocation. Et je ne sais pas si vous avez l'info et je ne veux pas vous mettre en difficulté sur cette question, mais eux me disaient, et c'est surtout ce que j'ai eu peur, c'est quoi? Moi, ce que j'avais peur dans une colocation en copropriété, c'est que ta copropriété refuse pas du jour au lendemain, mais en AG, voilà, tout avec l'aspect légal respecté, refuse la colocation et du coup, tu puisses plus louer ton bien en colocation. D'après eux, c'est pas possible. Non, je pense pas que ce soit possible juridiquement. Comment? Tu fais un bail commun. D'accord. Ça reste un bail avec 3 personnes qui habitent dedans, c'est tout. Simple. D'accord. Et ta copropriété ne peut pas... Il ne peut pas t'empêcher de louer à quelqu'un non plus. Ouais. Non, donc là, c'est juste que tu as un document. D'accord, mais pour bien comprendre, ton bail commun, tu vas voir... Tu as le fameux bail commun ou le bail individuel. Ouais. Un bail commun, donc tu vas avoir dans les parties, par exemple, si tu as une coloc de 3, donc les 3 personnes dedans. Bien entendu, c'est un peu chronophage parce que quand il y en a un qui sort, tu es obligé de faire un avenant modificatif du bail. Bon, c'est pas non plus... voilà. Un bail individuel, donc c'est un bail par personne. Là, à la limite, je dirais du coup, t'as un appartement avec 3 baux, ok, ils peuvent potentiellement gratter, on sait pas ce qu'ils peuvent pondre dans les lois, ok. T'as un bail commun, ça voudrait dire que plus personne ne peut louer son appart. Improbable. Tu vois. À contrario, par contre, il faut faire attention, moi je l'ai eu, et je le vois aussi beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui font pas forcément les bonnes due deals et qui montent très mal leur business plan et qui misent toute leur stratégie sur de la location saisonnière. D'accord. C'est improbable, s'il vous plaît, arrêtez tous de faire ça. C'est horrible et vous prenez beaucoup trop de risques. C'est une autre thématique qu'on retrouve beaucoup chez les formateurs immobiliers pour gonfler les rendements, pour pouvoir toujours emprunter parce qu'on montre au banquier qu'on a des sauf qu'on te prête beaucoup moins quand tu dis que tu vas faire de la loc saisonnière parce que c'est sur une hypothèse de business plan. Et en fait, les chiffres sont un peu fake. Et comme dans 90% des business plans, c'est jamais la réalité. Donc, personnellement, je fais des worst case et des best case. Comme ça, je sais que j'ai au moins un plancher. Donc, même dans le pire des cas, je serais OK. Mais là, dans un appartement que j'achète, par exemple, 10 jours après, il y a eu l'Assemblée Générale. Qu'est-ce qui était dans l'Assemblée Générale ? L'interdiction de la location saisonnière. Ok, j'ai l'habitude, donc j'ai demandé tous les docs, etc., etc. Mais en réalité, quelqu'un qui se projette, là qui se dit « j'achète un appart », sachant que l'AG, elle était après, il demande les 3 derniers PV d'AG plus le règlement de copro, tu le verras pas. Et toute ta strate, elle est bancale.
Voilà, bullshit. Donc, c'est pas l'idée. Donc, il faut faire attention à ça. Concernant la coloc, c'est pour ça qu'il faut se différencier totalement. Personnellement, je fais des packages complets. Ça veut dire que, donc, par exemple, moi, ma coloc de 8, je mets pas mal de services. Tu vas avoir donc une femme de ménage déjà qui fait 2 heures par semaine, qui est inclus dans les charges. Et c'est souvent un bon espion. Bien entendu. Pour donner de l'info sur comment se passe la coloc. Je reçois des photos tout le temps. Donc, personnellement, en tant que propriétaire, déjà, ça te rassure au fond. Tu sais qu'il n'y a pas de souci. Outre ça, s'il y a la moindre... Je sais pas, s'il y a la plaque électrique qui fonctionne pas, parfois les locataires, ils te préviennent pas pendant 3 mois. Là, tu le sais. Tu peux passer en garantie. Il y a un truc... C'est juste de la communication, en réalité. Ouais. Et c'est... Aussi, donc tu as ça, parce que c'est quand même un des problèmes les plus importants dans les colocs, c'est le ménage. C'est jamais sa propre faute, c'est toujours la faute des autres, et c'est lui, il n'a pas lavé les assiettes, et lui, il n'a pas fait ça, il n'a pas rangé ses chaussures, c'est insupportable. Tu mets une femme de ménage, tu n'as plus de problème, déjà. Ça va beaucoup plus vite. Ensuite, moi, je mets en avant la sécurité, donc avec des vidéophones, dès que tu sonnes à la porte, tu as la vidéo qui arrive dans les parties communes, tout le monde sait, tu ouvres pas la porte à n'importe qui, etc. T'as des grandes chambres. J'ai une coloc de 7 chambres, 7 salles de bain. C'est facile, efficace, il n'y a pas de galère, tout le monde a son espace. Ouais, ça justement, c'est le saint graal pour moi en coloc, et c'est comme ça que tu arrives à louer facilement. Parce que la coloc, c'est cool, alors moi j'ai vécu en coloc, j'ai beaucoup aimé ça, mais la question de la salle de bain, c'est toujours un sujet. Donc pouvoir vivre en coloc et avoir sa salle de bain, ça c'est le top. D'accord, et on va justement parler d'un terme qu'on entend beaucoup, et est-ce que c'est pas trop marketing, c'est le co-living. Et un petit peu, quelle distinction tu fais avec la coloc? Est-ce que c'est plus rentable en termes de loyer? Je donnerai un petit peu mon avis sur le sujet. Alors, j'ai des chambres de coloc que je loue plus cher que certains studios. D'accord. Voilà. Dans quelle zone à peu près? On reste en termes de ville. Ouais. On reste dans le 80. D'accord. Voilà. Et c'est pas tant une histoire de zone, hein. C'est une histoire de service. C'est que tu vas avoir un logement qui fait 15 mètres carrés, qui est lambda, sans machine à laver. Tu vois, c'est le studio. Ouais, par exemple, hein, c'est un exemple pur. Qui est très bien. Hein, j'ai aucune idée de 15 mètres carrés, combien ça se loue. Tu peux louer alors celui-là, c'est pas bien, mais tu peux louer ça 430 €. Tu vois. Un 15 mètres carrés, où ça? Dans quelle ville du 80? C'est en dessous d'Amiens. D'accord, ok. Ça me paraît hallucinant, mais... Bien sûr, mais... Que 15 mètres carrés dans... Ouais, ça se loue. Je sais pas si on a des auditeurs, mais dans cette zone-là, mais qui me paraît pas une zone hyper dynamique, mais ok. Bah ouais, tout se loue. Ouais. J'ai des chambres de coloc qui se louent 470 € par mois. Voilà. On est dans le charge comprise à chaque fois. Attention. Mais est-ce que là, tu tires vraiment les loyers, quitte à te dire je m'en fiche d'avoir de la vacance locative pendant 2-3 mois et entre guillemets, je baisse pas mon pantalon à baisser mon loyer, ou tu reçois, comme le disait Tatiana, dans ton annonce fictive, est-ce que tu reçois 500 demandes pour ce prix à 470? Non. Alors, j'attends pas de recevoir 500 demandes pour me positionner. En réalité, il te suffit d'un bon locataire. Hein. Après, c'est pas si compliqué. Déjà, si tu as une dizaine de retours, tu sais qu'il y a de la demande. Voilà. Ensuite, on est tous pareils. On a tous envie de vivre dans des conditions sympas, clean, propres, avec de l'étanchéité. T'as pas envie de vivre avec des fuites d'eau. Si en plus tu mets des services avec ça, donc je vois pas pourquoi ça se louerait pas. Moi, j'ai eu l'impression, sur mon cas personnel, notamment d'une colocation dans le 93, qu'en fait, le problème du co-living, c'est que ça monte en termes de travaux. Tes coûts de travaux, notamment ce qu'il y a de plus cher à faire, hein, des salles de bain, des toilettes. Ouais. Et qu'une colocation, après, il ne faut pas non plus être un vendeur de sommeil avec un toilette à la turque pour 10, parce que comme ça, tu n'as pas de coût de travaux. Mais voilà, moi, aujourd'hui, ils sont 3. Il y a une salle d'eau, une salle de bain pour 3. Je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas forcément monter le loyer. Il n'y avait pas un écart
énorme entre la version, ce qu'on peut appeler colocation classique, 3 chambres, bon, il y a des combles aménageables et un séjour cuisine, versus un truc où ils auraient leur douche dans la chambre. Alors, déjà, il faut se dire qu'une salle de bain pour 3, c'est le minimum. Si tu passes à plus, tu vas être obligé de baisser ton loyer pour pouvoir être attractif. Alors, encore une fois, on a tous besoin de se loger. Dans tous les cas, tu vas louer, c'est juste une question de prix. Hein. Si tu as une colocation avec une salle de bain pour 5 ou pour 4, ça ne sera pas la même chose qu'une salle de bain pour 3. Voilà. C'est assez simple, hein. En réalité, plus tu mets de services, plus tu loues, et plus c'est clean, et plus c'est neuf, et plus tu loues. On parlait tout à l'heure pour les dégradations donc dans une coloc. Je sais pas, moi, si la télé, elle pète, ok, soit j'ai les assurances qui prennent en charge. Si jamais ça passe pas, en fait, je prends le prix de la télé, je le divise, et je le fais en refacturation ponctuelle avec le loyer. Pas forcément avec les dépôts de garantie, hein. Je me casse même pas la tête, c'est juste que c'est refacturé et puis basta. Mais là-dessus, justement, je crois qu'il n'y a pas une histoire juridiquement si le locataire a juste un droit d'usage des parties communes, ou tu n'aurais pas le droit de facturer les dégradations de ce qui arrive dans ces parties communes, puisque c'est pas ce qu'ils louent, en fait, ils ont juste un droit d'usage. Là-dessus, j'ai l'impression que c'est un peu Alors fou. moi, c'est bien écrit dans les baux, que de toute façon, il y a un inventaire, ils reçoivent tous les dégradations, et ce qu'ils doivent payer, etc. etc., etc. Et je n'ai jamais eu de soucis jusqu'ici, en tout cas. Une fois, je touche ma tête. Hein. Mais, vous savez, on a aussi les locataires qu'on mérite. Hein. Moi, j'aime beaucoup mes locataires. Je les aime vraiment beaucoup. Si je peux... par exemple, j'ai des petites colocs. Si je passe dans le coin et que je sais pas, je vois qu'il y a des lots pour renouveler toute la vaisselle et compagnie. En fait, je leur dépose. Et je gratte pas 3 € par-ci, 3 € par-là. Ce que j'allais te dire sur l'exemple de la télé, bon, une télé, ça peut coûter cher. Oui. Mais ce que je veux dire, si tu prends 2 000 € de loyer, même si tu as des charges, tu as plein de choses et tout, c'est pas ton revenu net. Mais la télé, elle pète si après c'est la 3e qui te casse parce qu'ils font n'importe quoi. Ça. Tu fais pas le cadeau, mais tu peux grosso modo aller dire bon, allez, la télé, c'est pour moi. Et parce que ce que je me dis, c'est que si tu factures à un mec qui a pas forcément pété la télé et c'est un colocataire qui connaît pas forcément, c'est pas une coloc d'amis, il peut trouver une injustice. Du coup, ça va dégrader ta relation avec ton locataire. Ça fait un peu chier, quoi. Tout est une question de coût. Ouais. C'est vrai que... Alors moi, toutes les chambres... par contre, toutes les colocs que je fais ont des télévisions dans les chambres, accrochées au mur. C'est-à-dire que tu as une télévision centrale dans les parties communes, et chacun a son propre, sa propre chambre, où je mets un lit coffre la plupart du temps pour gagner de la place, avec un bureau, une télévision, rangement, voilà. Et est-ce que ça m'amène à une question, est-ce que tu penses, si tu développes un petit peu tout ça, acheter, comme on voit des boîtes de clés en main, les Mastéos, les ImoCities, les Bivouac, qui achètent en gros le lit coffre, tu vas en acheter 10. Alors, quitte à les stocker. Oui, dis-toi qu'en 2020, je me suis retrouvée à acheter 19 télés. D'accord. 19 télés, 19 lits, 19 bureaux, 19 chaises. Alors à monter, c'était autre chose. Hein. Je ne cache pas que je suis une pro de la visseuse. J'ai essayé... alors oui, quand j'achète en pack, je fais des petites négos par-ci, par-là, que ce soit avec des marques de distribution comme ça. Je n'achète pas de pack par des sociétés qui ne font que ça. En fait, j'ai fait le calcul, hein, tout simplement, et je suis plutôt gagnante si je le fais moi que si j'achète un package pour toute la coloc par quelqu'un qui va obligatoirement devoir vivre et donc prendre une marge. Voilà. Donc je préfère me casser un peu la tête, mais le faire moi-même pour le coup. Et à la limite, je préfère me casser la tête sur les meubles et le faire moi-même, et plutôt donc rajouter des services dans la coloc en utilisant la différence, tu vois, de coût, plutôt que du coup le filer à quelqu'un. Non.
Voilà, c'est juste une question de choix. Mais par exemple, si je te dis n'importe quoi, tu as une énorme promo sur les bacs de douche 80 par 80 chez Castorama, est-ce que tu te dis, bon, dans les 2-3 ans, je vais avoir tant de projets, tant de colocs, allez, j'en prends 10 et je les stocke quelque part? Non. Non. Je fais pas ça. Il y a toujours des bonnes affaires partout. Franchement, au début, je me posais cette question-là. Après, honnêtement, moi, mon appart, j'ai pas envie qu'il ressemble à une décharge, quoi. J'ai pas de garage, j'ai pas envie de louer un box. C'est le sujet. Parce que si tu pars là-dessus, ok, je me retrouve, il va être content, mon conjoint, avec les 10 bacs de douche, les portes des douches. Ensuite, t'as les matelas, il y avait une grosse promo, je suis désolée. Et puis, t'as quinzaine d'oreillers dans le coin. Non, trop chiant. C'est trop chronophage en termes de place et de temps, en plus. Donc, voilà. Ok. Autre sujet important, c'est tout ce qui est immeuble de rapport. Nous décrire un petit peu le concept, et parce que ça a l'air, pour le coup, vraiment le Graal de l'ensemble des formateurs. Moi, je vois beaucoup de... un sujet qui est mon dada et on en parlera. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le concept, les avantages, les inconvénients? Ok, bon, alors je me lance sur l'immeuble de rapport. Donc, le concept, c'est d'acheter un immeuble entier, souvent qui nécessite des travaux, et de créer plusieurs lots, et de faire les travaux et de les louer derrière. Donc l'avantage principal, c'est d'être en pleine propriété. Donc on gère seul, on n'a pas d'autres copropriétaires, on fait ce qu'on veut concrètement dans l'immeuble au niveau travaux. Mais ça aussi, le pendant, c'est que le jour où il y a la toiture à refaire, c'est pour nous, il n'y a pas de répartition. Donc toiture, façade, tout ce qui pourrait affecter l'immeuble, c'est au propriétaire de le payer en intégralité. Ça peut revenir assez cher, surtout quand on achète pour quelqu'un qui achèterait une ruine et qui n'aurait pas forcément anticipé les problèmes éventuels là-dessus. Et généralement, ça permet d'offrir des rendements assez attractifs, puisqu'on achète un vieil immeuble en totalité. Donc souvent, il y a une décote quand même sur le prix, de faire les travaux et après de louer quelque chose de qualitatif lot par lot. Donc et souvent, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt dans des zones un peu secondaires, parce qu'acheter un immeuble entier à Paris, le ticket d'entrée n'est pas donné à tout le monde. On peut dire éclaté souvent. Je n'irai pas jusque-là. Mais... Il faut quand même souligner qu'un immeuble, vous pouvez qualifier un immeuble à partir de 2 lots. Oui, bien sûr. Parce que la plupart du temps, quand tu parles à monsieur et madame Mangin, tu leur dis que tu achètes un immeuble, ils voient l'immeuble de la Défense. Pas du tout. Faut se détendre. Tu prends une baraque, tu crées 2 lots dedans, c'est un immeuble. Ok. Donc, pour ceux qui habitent en banlieue et donc en maison, selon l'emplacement de l'escalier, ça peut être très facilement divisible. Vous mettez un appart en haut, un appart en bas, c'est un immeuble. Voilà. Ouais. Sauf que là, tu vas avoir des sujets notamment de parking, ça dépend des villes. Bien entendu, en Île-de-France, oui. Après, personnellement, j'habitais dans le 95 avant. Tu as aussi des maisons avec des jardins. Tu peux créer du parking sans trop de difficultés. Il faut avoir les autorisations. Il y a un peu d'administratif. Encore une fois, on n'a rien sans rien. Mais un immeuble, oui, c'est comme tu le disais très bien, c'est une pleine propriété. Personnellement, je n'aime pas les copros. Là, j'achète 2 appartements en copro pour faire de la plus-value sur Paris, parce qu'en l'occurrence, effectivement, je ne vais pas acheter l'immeuble, sinon ça va me coûter bonbon. Mais je déteste les copros. C'est une tannée, les copros. En plus il y a de l'eau, plus c'est des emmerdes. Il faut gérer les copropriétaires qui sont pas toujours très agréables. Là où quand tu es chez toi, tu ne gères que toi. Là, tu touches quand même à l'habitation de tout le monde. Donc, au moindre problème, c'est une tannée. En plus, selon les articles donc, pour les travaux à voter, donc 24, 25, 26, tu as des travaux qui passent plus ou moins facilement en Assemblée Générale. Tu peux te retrouver dans une galère, effectivement. Tout un espace, des espaces verts à refaire et compagnie, et ça peut chiffrer très vite. Là où quand tu es propriétaire tout seul de ta baraque ou de ton petit immeuble de 3 lots, ok, t'as pas tout ça. Tu mets des compteurs individuels, chacun paye son élec. Soit t'as des compteurs d'eau communs où tu fais une répartition, et c'est pas non plus, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 18 pour répartir de l'eau entre 3 lots. Soit chacun a aussi son compteur d'eau.
Et c'est tout. Et effectivement, le jour où il y a une toiture à refaire, mais il faut aussi comprendre que on a tous notre propre gestion du risque et il faut juste que les due deals à l'acquisition, elles soient bien faites. Moi, c'est ce que je dis aux gens. En réalité, vous avez votre to-do list. Si tu coches ta to-do list et que tout est bon sur ta to-do list et que tout est au vert, ton business plan est au vert pour les chiffres, que la structure elle est bonne, que la toiture elle est bonne, go quoi. Faut pas attendre que le bon Dieu il débarque sur ta porte en disant tiens, c'est peut-être l'affaire du siècle, faut y aller. Non, à un moment, faut passer aussi un peu à l'action, quoi. Et ça, tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai que toi, tu parles du principe que la personne fait bien ses due deals, comme tu dis, mais voilà, ce que font parfois justement les vendeurs de formation en disant ouais, achetez l'immeuble de rapport, c'est génial, c'est trop bien, vous gérez tout vous-même, vous n'avez pas de copro, etc. Oui, c'est vrai, et ça permet d'étaler peut-être les dépenses un peu plus qu'en copropriété, mais parfois certains investisseurs peut-être ne se posent pas suffisamment de questions, comme tu dis, sur vérifier typiquement l'état de la toiture, et peut-être que dans 6 mois ils vont tomber de haut en se rendant compte que en fait la toiture elle est pourrie, ils l'ont pas du tout gérée. Et l'avantage, alors moi pour le coup sur la copropriété, j'ai une vision un peu moins négative, mais parce que j'ai eu de la chance, je pense, déjà sur que ce soit sur les 2 investissements locatifs ou ma résidence principale, j'ai choisi des petites copropriétés. Donc voilà, il y a 10 lots max. Les syndics sont très très bien, je dis ça rarement, mais là en l'occurrence les syndics gèrent très très bien, donc j'ai plutôt une bonne expérience de la copro jusque-là, avec des bonnes relations avec les autres copropriétaires. Mais effectivement, selon la copropriété dans laquelle on tombe, ça peut être une sacrée année aussi, avec beaucoup de travaux à voter, ça c'est un fait. Donc le Crumpy Cat arrive sur l'immeuble de rapport. Pour moi, je pense que objectivement, on n'est pas loin de l'arnaque intellectuelle, dans le sens où j'y vais un peu fort. C'est la fin de podcast pour redynamiser un petit peu ça. C'est qu'en fait, moi, il y a ce que j'adore, mon cheval de bataille en ce moment, c'est l'obsolescence immobilière. Et en fait, pourquoi, et on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, avant de mettre le rec, notre métier, mon métier de CGP et des formateurs immobiliers, souvent, c'est d'être sur une phase de la vie d'un investisseur qui est sa création patrimoniale. Et sauf que moi, contrairement à ces gens-là, sur un peu moins de dossiers, c'est vrai, je vais voir la fin. C'est-à-dire l'opération, au bout de 25 ans, qu'est-ce qui se passe ? Et j'en parle souvent avec des copains et copines notaires, de l'après. Et notamment sur l'immeuble de rapport, il y a un sujet que moi j'appelle l'obsolescence immobilière, qui est de se dire, et j'ai des cas concrets, je ne vais pas donner leur nom, mais des parents de mon meilleur ami qui ont eu la chance d'avoir son grand-père qui, dans les années 90, a acheté un ancien lycée technique. Donc le grand-père, plutôt investisseur, plutôt smart, il en a fait des logements. Donc voilà, ils héritent de tout ça, ils ont de la chance. Et je discute du coup avec le père de mon copain qui me dit « Ah ben génial, qui est dentiste, qui va prendre sa retraite d'ici 2-3 ans, donc pour avoir du revenu complémentaire, et qui me dit « Moi aujourd'hui, je loue à côté de Pau 60 mètres carrés, 500 €, sauf que j'ai 80 000 € de budget travaux pour le mettre aux normes. » Et en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, tu disais qu'on peut avoir des immeubles, pas forcément d'une taille démentielle, mais j'imagine que c'est 200 mètres carrés, 300 mètres carrés aux alentours à peu près. Pas forcément. Oui, ou même 150 si tu veux. Mais le sujet, c'est ce que je me dis, au bout de 25 ans, quand tu n'as plus l'amortissement fiscal du loueur meublé non professionnel, que... Tu l'as avant. Oui, malheureusement, ça s'arrête avant. Oui, ça s'arrête avant, mais grosso modo, au bout de 20, 25, 30 ans, si tu veux avoir des revenus complémentaires, combien te coûte en travaux de restaurer un immeuble de rapport de 150, 200, 300 mètres carrés? Je pense que généralement, tu n'as pas attendu les 25 ans pour faire tous les travaux. Normalement, si tu entretiens correctement le bien, alors effectivement, il y aura peut-être des travaux de mise aux normes à faire, notamment si on a encore des nouvelles réglementations sur les diagnostics de performance énergétique, etc. Mais on peut partir du principe que tu ne vas pas découvrir au bout de 25 ans que ton immeuble est totalement obsolète et que tu vas devoir tout faire d'un coup. À condition, et là, on boucle un peu la boucle avec le cash flow positif, à condition que tu as provisionné sur ton cash flow, qui du coup pour moi n'est plus positif, de l'argent pour tes travaux futurs. Ou sinon,
tu te retrouves avec, au bas mot, sur 150 mètres carrés, 100 000 balles de travaux. Et 100 000 euros, si tu as 20 000 euros de loyer qui deviennent bruts parce que plus d'amortissement fiscal, bah, du coup, ça va te faire 10 000 euros à peu près en moyenne, ou 12 000 euros, tu regardes, bah, tes 100 000 euros, il te faut 5, 6, 7 ans. Et c'est ballot, quand moi je vois des clients à la retraite qui ont besoin, surtout des professions libérales qui ont une retraite très faible, qui se retrouvent en fait finalement à avoir eu la rente bouffée par les travaux futurs et par l'inflation. Et quand souvent je mets ça un petit peu quand j'ai le temps sur les réseaux sociaux aux formateurs, leur contre-argument, qui est vrai mais pour moi est de mauvaise foi, fait « Ah mais moi j'arbitre mon patrimoine, je le vends bien évidemment avant les grands travaux parce que je trouverai qu'un pigeon qui va me prendre un immeuble dégueulasse avec peut-être voilà, des gros travaux, une toiture à refaire. » Sauf que là, ça marche quand on est dans un marché haussier. J'ai pas de boule de cristal, mais je me dis que les 10 à 15 prochaines années, le marché sera peut-être pas aussi haussier qu'on a pu le connaître. Si tu as un cash flow confortable, pendant cette période-là, tu auras quand même encaissé de la trésor. Ouais. Tu provisionnes. Faut mettre est-ce que ton cash flow, du coup, il est toujours positif ? Bien sûr, mais ça dépend encore une fois des due deals et de ton business plan. Pour te donner un peu de chiffres, moi j'ai 15 000 euros de loyer qui tombent par mois. Ouais. Okay, il me reste 6 000 euros de cash flow net. D'accord. Net, je te vois venir. Oui. Ok. Oui, je peux provisionner, mais en l'occurrence... T'es propriétaire de combien de mètres carrés ? T'as fait le calcul ? Je n'ai même pas regardé mon prix au mètre carré. Parce que je regarde mes prix au mètre carré par appart, mais pas sur la totalité. Non. La totalité de ton parc, tu sais plus ? J'en sais rien. D'accord. Parce que moi, le sujet, et je vois, c'est comment dire, une donnée que personne regarde, c'est le ratio mètre carré loyer. C'est combien ton mètre carré te rapporte ? Parce que, certes, tu peux faire 20 000 euros. Et souvent, moi, j'ai des gens, surtout dans des petites communes, je parlais de Mont-de-Marsan, mais il y en a plein d'autres, qui me disent « Ouah, regarde mon revenu. » Tu vois, j'ai 3 appartes, j'ai 900 euros. Après, est-ce que ça respecte les plafonds de loyer parisiens ou pas ? Moi, j'ai des copains qui ont exactement le même loyer, même avec un seul locataire, alors que mes potes gèrent 3 locataires pour le même revenu de 1 400 euros avec un T2 Paris 17e. Et ce que je me dis, pour la même valeur vénale, donc certains vont dire « Ah, mais il faut mieux avoir 3 locataires parce que tu diversifies le risque locatif. » Voilà. D'autres vont dire « Mais non, tu as une valeur vénale patrimoniale à Paris qui est beaucoup plus sécurisante. » C'est pour ça qu'encore une fois, on n'est pas dans une science, et je tiens à le dire, dans une science dure. On est vraiment, il n'y a pas d'avis péremptoire à avoir. Donc c'est cette idée, c'est de dire « Ok, cool, je fais du revenu. Mais est-ce qu'en fait, j'ai pas une bombe à retardement qui est un actif qui va me coûter très très cher pour le même revenu. Parce qu'un 42 mètres carrés à refaire, si tu as un peu géré ta copro, ça te coûtera jamais beaucoup d'argent. En revanche, un immeuble de rapport à, on va dire, 400 000 euros de 400 mètres carrés, parce que voilà, c'est simplement cette idée. Et ça, personne ne parle de l'après, en fait. Alors souvent déjà, quand tu as un immeuble de rapport, tu vas le revendre à un investisseur. Ok ? Donc déjà, ta liquidité est beaucoup plus faible. Il y a quand même pas mal d'investisseurs. Il faut juste s'adresser aux bonnes personnes, c'est tout. Surtout s'ils suivent toutes les formations qu'on trouve sur Internet, qui disent Ah d'acheter des immeubles de rapport. Le nombre d'investisseurs a effectivement explosé. Ouais. Moi, je préfère acheter un immeuble avec des travaux. Je vais lever, ça va rentrer dans mon budget travaux à la banque, pas de souci. Par rapport à mon imposition, c'est royal. Donc, je préfère le vendre avant d'avoir fait les travaux. C'est simple et efficace. Mes parents, par exemple, avaient un garage automobile, donc local commercial. En investissement ou c'était leur métier d'être concessionnaire ? Ils l'étaient, ils ont vendu le fonds de commerce, ils avaient gardé les murs, et ensuite ils ont vendu les murs. Il commençait à y avoir un peu de travaux à faire. Ok, ils sont partis à la retraite dans le sud et compagnie. Je dis, mais il n'y a pas de souci. C'est mieux de le vendre avec des travaux, puisque la personne va quand même pouvoir amortir ses travaux. Fiscalement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, c'est juste de la communication et de la stratégie fiscale aussi pour la personne qui va acheter. Si tu lui vends un immeuble qui est parfait, ok, il faut qu'il l'intègre dans une SCI alias, sinon il se fait éclater. Bon, si tu lui en vends... On est à une heure de podcast. J'ai très envie de répondre à cette affirmation péremptoire qui est justement c'est la SCI alias qui va l'éclater. Si tu es sur ça dépend de sa stratégie de revente à la fin ou pas, tu vois. Il y a toujours une strat. Les gens veulent pas l'admettre, il y a toujours une revente
Et là, j'embrasse du coup Ouais. Chantal, c'est son surnom qui est notaire, je vais pas donner son nom, et qui me disait justement, et je te disais, que liquider, et moi je vais te donner l'exemple d'un client qui a 28 ans, qui a la chance d'être bien né, et qui a un papy qui adorait l'immobilier et qui a fait plein de trucs avec un expert comptable, tout à l'IS, et post-dividende, donc imposé à 30%, il doit recevoir 16 000 euros de dividende. Donc ce qui est très bien quand tu as 28 ans. Sauf que, donc ils sont 8 petits-enfants à recevoir cette somme. Et donc t'imagines le montant de patrimoine et le rendement pour pouvoir, après paiement de 30% de dividende, plus les charges d'exploitation de ce parc-là, donner un revenu tel à des petits-enfants. Sauf qu'au final, patrimonialement, il aurait préféré que papy ait un patrimoine liquide, quitte à être un peu plus faible, pour pouvoir avoir quoi ? Des liquidités, et acheter sa résidence principale. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très bien loti, puisqu'il a quand même un revenu du fait d'un héritage passif, mais c'est quelqu'un qui aurait préféré avoir 200 ou 300 K pour acheter son appartement et sa résidence principale. Donc en fait, quoi qu'il arrive, si c'est pas toi qui vends, ça seront tes ayants droit. Pourquoi ? Parce que les ayants droit sur ta structure qui est très peu liquide, ils vont payer des droits de succession. Donc, mais on peut pas gagner partout. Oui. À la limite, quand tu as du cash flow qui tombe tous les mois et tous les ans, oui, c'est tu vas payer un problème de riche, qu'on soit clair que à un moment, tu ne peux pas et avoir de l'argent tous les mois et en plus jamais payer de plus-value. Enfin, ça va. Faut pas déconner non plus. C'est vrai. Oui, mais encore une fois, c'est que souvent, et c'est une vision, moi je m'attache à une vision globale, et même sur ce podcast, malheureusement, on a un peu une vision trop produit, que souvent, ta stratégie à long terme, et quand j'entends des gens, est-ce que vous avez des soucis successoraux, une problématique, c'est pas parce que t'en as pas à 28 que t'en auras pas dans le futur. Ouais, les gens sont pas aussi formés sur le démembrement de propriété, qui est quand même une bonne réponse pour beaucoup de personnes et qui facilite la vie. Oui, mais encore une fois, tu peux donner des parts, et ça c'est dommage qu'on soit à 1h05 de podcast sur ces sujets-là, mais tu peux donner des parts de nue propriété, et aujourd'hui j'ai plein de montages, j'en facture des montages, tu vois, donc c'est me tirer une balle dans le pied que de le dire. Mais quelqu'un de 30 ans, ce qu'il veut, c'est pas de la nue propriété, c'est du cash. C'est du cash. Et se dire qu'il va pas payer de droit de succession à 65 balais parce qu'on souhaite à ses parents qui décèdent à 95 ans ou 100 ans, c'est... Voilà, je défends les notaires, là je mets un tacle, c'est une vision de notaire. Autant il y a l'expert comptable qui est prêt à faire et le CGP, n'importe quelle structure à l'IS, et tout ça pour créer le patrimoine le plus important possible, quitte à mettre de côté l'aspect liquidité successorale. Et d'un autre côté, le notaire qui va lui être totalement à l'inverse de la démarche. Et t'es pas forcément obligé de choisir. Tu peux faire et un démembrement sur un bien familial, je sais pas, tes parents ils achètent une résidence principale, tu fais un démembrement. Ils peuvent aussi utiliser les dons manuels ou les fameux 100 000 euros pour te donner de l'argent en plus. Tu n'as pas forcément obligé d'épuiser toute la poche d'un coup. Tu as aussi les présents d'usage, hein, donc tu peux aussi recevoir de l'argent pour certains événements. Mais en réalité, je pense que même un jeune de 30 ans, il préfère recevoir, je sais pas, par exemple, 30% d'un bien que ses parents ils viennent d'acheter, plutôt que rien. Vaut mieux avoir quelque chose, 100% de quelque chose, que 0% de tout, tu vois. Bien sûr. Mais encore une fois, c'était pour un petit peu contrecarrer cet aspect idyllique de l'immeuble, pour caricaturer, pour moi, l'horreur. Immeuble de rapport, SCI à l'IS, je prends des charges au bout de 20 ans, j'ai amorti comptablement mon immeuble de rapport, je me retrouve à me faire fracasser fiscalement sur la revente. Bien sûr. Je parle même pas de la sortie de dividende qui aujourd'hui, avec la flat tax, est à 30 parce on en pense qu'on veut. Oui, c'est une double imposition avec la on en pense qu'on veut, mais le gouvernement est plutôt pro-dividende versus et anti-immobilier dans la politique. Je ne sais pas qui sera au pouvoir dans 20 ou 25 ans, mais si ta sortie en dividende, elle est taxée à 50 ou 60%. Là, j'entendais un candidat à la présidentielle hier soir, justement, qui parlait de taxer les dividendes à 100% parce qu'on était en période de conflit et de guerre. Donc, je suis pas sûr que ça arrange les histoires de tout le monde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est encore une fois, c'est que cet aspect-là est jamais développé. Pourquoi ? Parce que, et je les mets dans le même sac que les CGP, ces personnes-là, c'est qu'on vend, on gagne notre vie sur la création patrimoniale. Et si tu commences à te dire, et tu utilises tous les moyens
qui, pour moi, quitte à les galvauder un petit peu pour te dire, voilà, vous avez un gros patrimoine. Ouais, mais c'est un patrimoine qui n'est pas liquide, dans une zone éclatée, et qui serait une bombe à retardement avec énormément de charges. Tu vois ? C'est ça, c'est juste... après, effectivement, je le dis moi-même, je fais de la colocation à titre personnel. Voilà. D'ailleurs, pour revenir sur le co-living, dernière question, c'est est-ce que transformer un logement en co-living, plutôt une colocation, est-ce qu'on ne perd pas à la revente en liquidité ? Ça dépend, tu vas revendre toujours moins cher plus il y a de chambres. Si tu vends plus cher un T2, un T3 qu'un T5. Ça a toujours été le cas, ça sera toujours le cas. Il faut voir la réversibilité de ton actif. Tu le fais comme ça. Est-ce qu'il est possible de le faire autrement après Là, tu as dit le bon mot. Et que souvent, j'ai l'impression, par exemple, un copain me parlait de, je ne sais plus qui, d'une connaissance à lui qui a acheté une maison à Angoulême et qui faisait 8 chambres. Donc, dans une maison, déjà 8 chambres. Je ne veux même pas savoir la taille des chambres. Et voilà, 8 chambres avec 8 toilettes et 8 cabines de douche. Regarde, ma coloc de 7. Avec donc cette chambre, cette salle de bain. Et il y a combien de mètres carrés là-dedans ? Il y a 160 mètres carrés. C'est quoi, une maison ? C'est une grande maison, oui. D'accord. Et ce que je me dis, tu la mets sur le marché, tu vas forcément t'adresser qu'à Emeline Bis, qui sera peut-être un peu plus jeune au début de sa création patrimoniale. Tous les gens veulent de la renta. Tu tapes sur Paris. Les Parisiens, comme tu le parlais, là, tu sais, du gars qui gagne 30 000 balles par mois, il n'a pas forcément envie de tirer un 4,5%. Lui aussi, il a envie de tirer de la renta. C'est juste, encore une fois, tout se vend, ça dépend de la rentabilité que tu y mets en face. Si tu vends ton produit 8%, 9%, que tu prends en compte dans ton business plan qu'il va le mettre en agence parce qu'effectivement, il n'aura pas forcément le temps, tant que ça rentre dans le BP et qu'il gagne de l'argent à la fin, ouais, tu as des acheteurs pour tout. Oui, mais ta profondeur de marché est quand même plus faible que quand tu as une belle maison. Tu t'adresses pas à la même clientèle. Ouais, c'est ça. Oui. C'est là ta belle maison, elle va intéresser, avec 2 salles de bain et 4 chambres, elle va intéresser une famille. Alors que là, un projet où il y a déjà 8 salles de bain, 8 petites chambres, ça intéressera les investisseurs, tout simplement. Mais quand tu poses le pour et le contre, c'est que dans la colonne liquidité, voilà, c'est ça, c'est simplement, encore une fois, il n'y a jamais de nuance et d'une vision différente. Et c'est ce que... Il faut diversifier les investissements aussi pour la liquidité. L'immobilier n'est pas l'actif le plus liquide qu'il existe. Et on ne sait pas forcément ce qu'on lui demande, d'ailleurs. Tu peux très bien avoir à côté de ça une résidence principale que tu peux revendre comme ça ou sur laquelle tu vas faire une perf de dingue. Tu peux investir... tu vois, tu peux revendre des actions en bourse, ok, où tu vas récupérer derrière. Tu as encore de l'imposition, on paye partout des impôts. Tu peux investir dans des startups, oh, ok, il va falloir attendre qu'il y ait une série A ou B pour pouvoir récupérer, pouvoir revendre. Dans tous les cas, il y a des strates partout. On peut pas... si tu veux juste de la liquidité, t'attends aussi que ton salaire il tombe tous les mois, et puis voilà, quoi. Mais c'est pas l'idéal. Vous voyez d'autres sujets à aborder, des choses que vous voulez rajouter ? Écoute, il y aurait certainement plein d'autres sujets à évoquer, mais comme tu dis, je pense qu'on va être un peu limité par le temps. Ouais, c'est vrai. En arrivant en fin de podcast, où c'est qu'on peut vous retrouver ? Écoutez, moi, sur LinkedIn, je suis plus ou moins active selon les périodes et sur le blog où j'essaye de préparer mon futur article qui sera sur les investissements en crowdfunding immobilier. D'accord. Je suis assez occupée ces derniers temps, donc j'essaye d'avancer dessus. N'hésite pas à aller voir une super chaîne YouTube qui s'appelle Ma question préférée sur le crowdfunding immobilier avec Alexandre Toussaint de Baltis Capital. J'en ai entendu. J'irai l'écouter. Je ne l'ai pas écouté encore. D'accord. Le nom du blog ? C'est misersurlimmobilier.com. D'accord. Emeline, Insta ? Oui. Alors moi, c'est plutôt sur Instagram, c'est Realimo, donc REAL-IMO. Sur LinkedIn, j'y suis, mais je ne suis pas particulièrement active. Voilà. Ok, et effectivement, sur Insta, tu joues le jeu et tu réponds à pas mal de questions qui sont intéressantes. T'avais... Et je voulais t'envoyer un petit message, un live sur la colocation. Malheureusement, le timing n'était pas idéal pendant Real Madrid-PSG. Je sais, mais moi, j'ai dû couper au coup d'envoi, je suis désolé. Je n'étais pas priorisé.
Voilà, les due deals n'étaient pas bonnes, je suis désolée. T'as pas regardé le programme télé avant C'est ça. Mais oui, j'aime beaucoup échanger, donc retrouvez-moi sur ma chaîne Insta. Je fais aussi des événements de temps en temps. Là, j'organise un apéro IMO vendredi, donc sur Paris, où on va être plutôt nombreux. Au plaisir de vous y voir d'ailleurs, si vous êtes dispo. Donc un lieu privatisé uniquement investisseurs, donc que ça soit débutants, avancés, experts. Okay. Ils vont être ravis, les gens avec moi à qui je vais dire l'immeuble de rapport, c'est de la merde, la SCI, l'IS, c'est n'importe quoi. Ça va mettre l'ambiance. Oui, tout à fait. Écoute, moi, ça me dérange pas de débattre et je pense que c'est les actes qui comptent. Oui, c'était l'intérêt de ce podcast, et vraiment montrer qu'on n'est vraiment pas dans une science dure, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Parce qu'il faut vendre du produit, il faut vendre des solutions, se différencier de certaines personnes. Et moi, j'en peux plus des chargés de partenariat, et je le dis, qui viennent me voir. Et j'en ai certains qui m'ont vendu de la SCPI dans une société de gestion, qui sont passés sur une société de gestion action, qui m'ont dit « Ah, mais la SCPI, ça bulle, c'est de la merde, il faut faire de l'action. » Et bizarrement, là, ils viennent de créer une société de gestion SCPI. Ils sont associés eux-mêmes. Et bien évidemment, ça y est, la SCPI, il faut en refaire. Et que... je pense que même ces personnes-là, on a tous un besoin primaire qui est de se loger et de manger. Donc en réalité, tout le monde a besoin de gagner sa vie. Et parfois, ils le mettent un peu plus en avant que l'honnêteté pure. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? Je dirais que c'est peut-être toi qui as mal lu le contrat et les clauses de surperf. Du coup, on arrive à la fin du podcast. Vous avez une recommandation, question traditionnelle ? Vas-y, je sais pas si... Une recommandation ? J'avoue, tu nous avais demandé de préparer la question. Est-ce que quelque chose que tu kiffes, que tu as kiffé récemment, qui n'a rien à voir avec l'investissement, un resto, un compte Instagram, de la musique, peu importe. Bah écoute, moi je vais pas mal au théâtre, et là cette année il y a la Comédie Française, il y a pas mal de pièces de Molière. J'ai vu Le Malade imaginaire, c'était très très bien, je le recommande. Okay. Et sinon, pièce très sympa aussi, Le Discours. D'accord. Qui est, je sais plus quel théâtre c'est un des théâtres de la rue des Mathurins, qui était très sympa aussi. Il y a qui comme acteur dans Le Discours c'est un monologue, il est tout seul. D'accord. C'est Simon Astier. D'accord. C'est un rapport avec le film Oui. Et à la base, c'est un livre. Okay. Effectivement, il y a une déclinaison en film et en pièce de théâtre. D'accord. Et la pièce est très très bien. Le film que je n'ai pas aimé. Ah, bah peut-être que t'aimerais la pièce de théâtre. J'ai pas vu le film. J'ai pas vu le film, mais vraiment esprit contradictoire. T'as pas grand-chose, dis donc. Mais non, mais c'est bien. Mais je vais passer pour un gros plouc après ta recommandation sur ma recommandation. Du coup, Emeline, est-ce que t'as... Alors, ma recommandation... Alors, je t'avoue que j'ai complètement oublié de préparer la question. mais c'est super, ça passe spontané. Je dirais que... un des trucs que j'ai fait, c'est aller me faire masser. Je pense que on bosse tous beaucoup. La finance, c'est bien, le cash, c'est bien, etc. Mais prendre soin de soi, c'est bien aussi. Ça aère l'esprit, faire autre chose. Donc, c'est tout ce que je dirais. Ma recommandation, c'est prenez soin de vous, tout simplement. Et est-ce que tu as un institut sur lequel on pourrait gratter une petite réduction grâce à cette pub ? Alors, moi, j'aime bien Ban Sabay. D'accord. Voilà. Après, il va c'est falloir que je les appelle, du coup. Oui, c'est dans Paris, ouais. Ok, allez voir sur Google. Et donc, comme je te disais, effectivement, moi, j'ai pas assez pour quelqu'un d'un peu plus plouc, parce que ça va être aussi du théâtre, mais du stand-up. On est loin de Molière. C'est le spectacle de Camille Lavabre. Je sais pas si vous la connaissez, qui est une stand-upeuse. Voilà, elle a été ancienne Miss Météo Canal, notamment. Ça doit être sympa à regarder, du coup. À la petite pour loge. Le stand-up. Non, elle est très drôle. À la petite loge, je crois que c'est le lundi soir. Donc voilà, et j'aime beaucoup le stand-up, et ça permet un petit peu à des gens qui ont eu la vie très compliquée pendant cette période de Covid de pouvoir bosser un peu, et ça c'est cool, et ça te permet de se détendre, et enfin des activités sans masque. Oui, ça fait plaisir de retourner au théâtre sans masque au cinéma. Donc voilà, mais merci beaucoup, c'était un plaisir, on a pu échanger, vous voyez qu'on n'a pas été d'accord, et c'est le but du podcast, vous fournir en fait des visions complètement différentes.
N'hésitez pas, comme je vous disais, à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker et également à parler du podcast autour de vous. Ça serait super. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!